Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème des structures auxiliaires, annotation et cotation. Avant de commencer, j'aimerais bien vous souhaiter une belle année 2019. Je suis Gabrielle Muller et je suis comme d'habitude accompagnée par mon collègue Monsieur Peter Walker qui répondra à vos questions si vous en avez. Pour poser vos questions, vous pouvez agrandir la rubrique questions dans l'application GoToWebinar et mon collègue M. Walker vous répondra alors par écrit. Voici le modèle que nous allons utiliser aujourd'hui et je vais afficher la dalle pour vous montrer ici les différentes options qu'on a avec les calques, les différentes options que je peux utiliser pour mieux annoter mes calques et avoir le plus d'informations possible dans mon modèle. Si je veux faire des constructions auxiliaires pour m'aider dans la modélisation, je peux bien sûr utiliser les lignes ici dans le registre géométrie. Là, il faut savoir, ce qui est important à savoir, c'est que ces lignes et ces nœuds font partie intégrante du modèle et ils seront utilisés, et ce seront des points de passage obligés pour la génération du maillage. Ce qui n'est pas forcément un avantage, car ça peut compliquer la génération du maillage. C'est pour ça que je vais vous montrer un autre outil. Je vais effacer ça, je vais vous montrer comment passer par les calques pour avoir des lignes qui sont juste en fond d'écran et qui n'interagissent pas directement avec le maillage. Pour cela, je vais ici dans le gestionnaire des calques et je vais aller créer un nouveau calque AxisVM auquel je vais attribuer une couleur rouge, par exemple, un style de ligne trétillé, une épaisseur un peu plus épaisse et valider. Maintenant, ici sur l'option éditer calque en fond de plan, je peux aller en choisissant ce calque, il reprend automatiquement les propriétés par défaut du calque et je peux aller tracer mes lignes auxiliaires, donc m'aider ici si j'ai besoin pour m'aider après pour ma modélisation. Je peux aussi ici, donc ici j'ai aussi des lignes. Voilà, bon, je fais un peu de l'art, hein, mais vous comprenez le principe. Ici, je peux aussi faire des arcs de cercle. Voilà. Et ici, en bas, j'ai des surfaces hachurées, donc je peux ici modéliser des rectangles. Ce qui est ici très pratique, et c'est un peu la philosophie d'un AxisVM, c'est que ici, en cliquant, premièrement, je peux tout ici modifier. Ici, comme j'ai l'habitude de le faire dans Axis, je peux aller modifier ces lignes qui, je le répète, sont vraiment en arrière-plan, qui mettent juste pour la modélisation ou pour la notation, mais qui ne sont pas des lignes qui font partie intégrante du modèle. Donc ici, par exemple, je peux encore aller déplacer si je vois que je me suis trompée. Je peux aussi cliquer dessus pour voir les propriétés et décider que cet élément spécial là qui est sélectionné, je vais lui donner une autre couleur parce que c'est une ligne spéciale. Donc elle va encore appartenir au calque, mais elle va avoir des propriétés différentes. D'ailleurs, maintenant, si je change mes propriétés de ce calque et je décide par exemple de mettre du rose, tout va changer, tous ceux qui ont des propriétés par défaut vont changer. Par contre, cette ligne-là, elle va garder ses propriétés que j'avais changées parce qu'elle a des propriétés différentes. Si je veux vraiment que toutes les lignes du calque reprennent les propriétés par défaut, je dois ici, dans le calque, dire que je choisis les propriétés, je dis à la fin appliquer à tout. Et alors, vous voyez aussi ma petite ligne là que j'avais changée, elle est remise à niveau avec les autres. Ici, je peux aussi modifier, déplacer. Je peux aussi tirer ici cet élément pour l'agrandir et pour qu'il rentre là-dedans. Donc vous voyez, j'ai un peu les mêmes options que j'ai pour la modélisation. C'est très intuitif et cohérent avec ce qu'on connaît. Maintenant, bien sûr, j'ai la possibilité de créer un deuxième calque. Donc ici, je dis juste nouveau calque. De nouveau, je dois lui définir une couleur. Je prends le vert, un style de ligne. Cette fois-ci, je vais laisser la ligne continue et je vais prendre un truc un peu plus épais. Et de nouveau, ici, je choisis le calque où je veux dessiner. Et je peux pouvoir ici modéliser mes éléments, mes lignes, etc. Bon, encore une fois, je vous dis, c'est un exemple, c'est juste pour vous montrer mes rectangles hachurés. Et là, j'ai vraiment ces deux calques.
que je peux gérer individuellement. Donc je peux par exemple dire, bah non, je veux juste voir le calque 2. Du coup, je clique sur la petite ampoule ici pour désactiver la visibilité. Ou bien je veux dire, ah bah non, je veux juste le calque 1, et du coup, je désactive la visibilité de l'autre. Ici, les petites flèches à droite de l'ampoule, c'est pour fixer la détection des calques. Donc là, c'est désactivé, c'est en blanc, ce qui veut dire que quand je vais parcourir avec ma souris, les calques, en fait, je ne peux pas les attraper, c'est vraiment comme une photo. Je ne vais pas pouvoir non plus les utiliser pour faire mes lignes de géométrie, ça va rester comme en arrière-plan. Par contre, si je détecte ici, si j'active la détection des calques, ici, quand je vais commencer ma géométrie, il va choper, il va trouver ici les lieux et je vais pouvoir m'en servir, je vais pouvoir vraiment me servir des cadres. Une autre option très utile, donc là je vous disais ces calques, ces lignes que j'ai faites sur les calques, elles font pas partie intégrante du modèle. Par contre, si j'ai besoin pour mon modèle et que je veux les transformer en ligne et surface, en ligne et nœud de géométrie, je peux utiliser la fonction ici. Et donc là, je lui dis, je sélectionne tout ça. Et donc là, il m'a vraiment fait, à partir des calques, il m'a fait des nœuds et des nœuds et des lignes de géométrie que je peux directement utiliser. Donc c'est super pratique. Alors, je vais juste les effacer parce que là, en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Et je vais juste cacher aussi la visibilité de ces calques. Je vais vous montrer encore comment ça fait quand j'importe un DXF. Donc là, j'ai mon DXF. De nouveau, mon DXF, il se trouve dans le gestionnaire des calques et je peux l'utiliser directement. Première chose, là, que je vois déjà qu'il y a certaines couches qui sont déverrouillées, qui sont verrouillées, donc je vais juste les déverrouiller. Et ici, j'ai les ampoules, hein, de nouveau, pour activer, désactiver la visibilité et la détection. Là, c'est pareil, ces calques, ils se gèrent de la même manière que les calques que je vous ai montrés avant, que j'ai créés séparément. Là, par exemple, je peux dire... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai... Ah voilà, désolée. Alors il fallait juste que j'ouvre ici en fait cette option éditer les calques pour pouvoir sélectionner ces deux lignes et les effacer. Et donc là je peux de nouveau reprendre un des calques existants et lui dire ah bah voilà, ça c'est le calque là et je vais dessiner en fait mon nouveau mur dans ce calque là parce que c'est une ouverture par exemple. Et voilà, et ce calque il va automatiquement reprendre les propriétés des autres éléments de son calque. Là, donc pareil ici, hein, si je change ici les propriétés que je mets en rouge, voilà, il y a toutes les propriétés de tout ce calque-là qui changent. Je peux aussi, comme d'habitude, je peux toujours décider de changer toutes les... Je peux décider ici de choisir indépendamment, donc par exemple individuellement chaque cotation, je peux dire changer, par exemple ici dire je veux du noir et pas du gris, et changer aussi le style de ligne. Ou bien, je peux dire aussi de changer pour toutes les cotations, dire que je vais prendre du noir. À chaque fois, j'ai vraiment l'option de changer un truc individuellement ou tous ensemble. Mais en grande partie, le DXF, ça se gère exactement de la même manière que les calques que je vous ai montrés avant. Voilà. Là, je peux les cacher. Là, je vais vous montrer un autre outil aussi très utile. C'est ce qu'on appelle les quadrillages ou les trames d'axes. C'est ce qui se trouve ici dans le registre, le premier onglet, quadrillage des axes. Et ici, je vais définir un quadrillage. D'abord, il y a la couleur. Ici, il y a le type. Ici, il faut que je mette des propriétés. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et je vais entrer l'espacement des axes de mon quadrillage. Donc là, je vais dire... Je vais mettre 3 lignes espacées de 2,5. Là, j'ai oublié la virgule. Après, je vais entrer 3 lignes de 1,5. Et après, 5 lignes de 2,5. Donc là, je définis vraiment ma grille. Et ici, 8 lignes espacées de 2 mètres. Je choisis sur l'axe des X les annotations selon l'ABC et sur l'axe des Y les annotations selon des chiffres.
Là, je peux choisir si ça va de gauche à droite à gauche, haut en bas, tout ça. Et là, je vais choisir l'origine de mon quadrillage, que je peux donc, vous avez vu, soit la prendre en cliquant dans le modèle, soit la définir directement ici. Et en validant ça, j'ai ici mon quadrillage. Alors, je peux encore le modifier par la suite en lui disant, par exemple, ici, de faire des points de début et de fin. Et voilà. Je peux aussi... alors, tous ces quadrillages, ils se gèrent ici, dans la petite onglet ici, trame axiale. Maintenant, je vais faire un nouveau avec on va dire une couleur rouge. Et je vais entrer ici 6 lignes espacées de 2 mètres, 6 lignes espacées de 2 mètres, un angle de 30, donc ça va être un quadrillage tourné, incliné. Et ici, j'ai par exemple je vais dire A et B, et c'est les annotations seulement selon les chiffres. Et voilà, donc j'ai ici mon quadrillage tourné, que de nouveau, je peux l'éditer comme je veux. Et je peux aussi encore ici ajouter une ligne de trame individuelle que je peux dire dans quelle elle se situe. Et là, je vais lui dire, par exemple, de là à de là, hop, j'ai le 1 que je peux, qui sera là, qui sera une trame individuelle, mais qui fera partie, en un certain sens, du quadrillage des axes. Alors, je vais juste les cacher. Et je vais tout de suite passer à la règle, qui est un outil très similaire, qui est très utile pour la modélisation, que je trouve ici sur la barre d'icônes à gauche. Je peux ici mettre des règles verticales et aussi des règles horizontales. Et donc là, les règles, pour le coup, elles sont infinies, hein, pas comme les quadrillages. Elles sont vraiment infinies. Je peux aussi mettre des règles inclinées et elles vont jusque dans l'infini. Voilà. Et celles-là aussi, de nouveau, elles vont m'aider dans ma géométrie parce que lui, il va attraper la règle. Et donc, ça va être très utile pour la modélisation. Ces règles, de nouveau, elles sont gérables. Mince, hop. Je peux gérer ces règles en cliquant sur une des règles. Et là, je peux lui dire d'abord d'afficher ou pas les règles. Ou bien ici, je peux choisir manuellement. Donc là, c'est une règle en direction des X. Je peux lui dire, non, ici, en fait, déplacer, on va la mettre à 2 mètres. Et on va voir que cette ligne-là, cette règle-là, elle va se déplacer vers la gauche, ce qui s'est passé là. Donc, je peux faire ça manuellement. Ou bien ici, modifier ici les chiffres. Là, je peux aussi supprimer une règle, ou bien si je vais je dis supprimer toutes les lignes guides, ça supprime en fait toutes les lignes de la catégorie là. Donc j'ai les 2 règles qui partent. Là, je vais décocher affichage pour valider, pour pas les avoir dans les pattes. Alors, maintenant, on va utiliser les lignes de cotation. Je vais vous montrer les lignes de cotation. Il faut juste que je désactive là. Voilà. Alors, ici encore, ce qui est super utile pour l'annotation du modèle et le partage et la communication d'informations par le modèle, c'est les soi-disant lignes de cotation où de nouveau, on a beaucoup de liberté et de possibilités. Les lignes de cotation, je les trouve ici, aussi sur la barre d'icônes à gauche. Et là, j'ai plusieurs options. De nouveau, j'ai la première option, c'est pour faire des cotations orthogonales. Donc même si je prends ici quelque chose qui est diagonal, je peux soit mesurer la distance verticale ou bien horizontale. J'ai ici la cotation inclinée, donc là c'est vraiment la vraie longueur, la vraie distance entre deux points que je vais utiliser. Voilà. Et là, de nouveau, comme d'habitude, j'ai la possibilité d'éditer cette cotation, ce texte de cotation, les paramètres de cotation. Donc je peux choisir ici les repères de la cote, comment je veux que ça s'arrête. Je peux ici choisir les tailles vraiment pour avoir quelque chose qui est esthétiquement à ce qui me correspond. Donc j'ai ici beaucoup de possibilités. Je peux aussi choisir la couleur du calque, dire par exemple vert, choisir le type comme d'habitude, l'épaisseur, le type, dire si je veux une cotation alignée ou juste horizontale. Et dans les paramètres de texte, ici je peux encore dire par exemple un préfixe. Je dis une longueur, voilà, avec les unités de mesure. Et je peux aussi encore changer ici, je vais dire gras avec quelque chose de plus grand.
Donc j'ai tous les paramètres des possibilités qui me sont aussi comme similaires dans Word par exemple. Voilà, j'ai la possibilité de mettre un suffixe, et voilà, j'ai tout ça qui m'apparaît là-dessus. Voilà, vous avez compris aussi dans ces possibilités, j'ai la possibilité aussi d'enlever les valeurs, donc juste mettre la longueur, juste mettre un texte, c'est ce que j'ai fait ici, pour, par exemple, ce qui peut être utile pour déterminer une coupure thermique, donc juste qu'on ait juste du texte, ou bien pour dire attention, là il y a un joint de dilatation auquel il faut faire attention, ou des choses comme ça. Donc, vous voyez, beaucoup de liberté de nouveau. Ce que j'ai aussi dans ces lignes de cotation, j'ai la possibilité de mesurer un angle, donc c'est ce que j'ai fait là, mesurer un rayon, une élévation, une zone de texte, dont là, par exemple, je peux dire attention, pour rendre attentif la personne qui va lire mon plan, je peux lui dire bah, attention, là, il y a un joint de dilatation qui est très délicat, donc je vais mettre ici cette petite annotation, et de nouveau, hein, celle-là, je peux la modifier, j'ai toutes les possibilités que je veux pour changer ça, pour tous les paramètres que je veux pour avoir quelque chose qui esthétiquement qui me convient. Ou j'ai ici la possibilité d'entrer une zone d'information sur l'élément. Donc par exemple pour un domaine, si j'utilise cette fonction, il va me donner toutes les informations de ce domaine. Donc ici, l'épaisseur, les matériaux, etc. Et toutes ces annotations qui concernent les éléments sont des annotations interactives dynamiques, c'est-à-dire que si je change par exemple de matériau pour cette dalle, ça va se mettre à jour aussi. Même chose ici pour les zones texte du résultat, si je peux aussi faire afficher par exemple les résultats normaux d'une des dalles, un X à un endroit donné. Et de nouveau, c'est dynamique dans ces annotations. Si je change quelque chose dans mon modèle et que je dois refaire les calculs, ces annotations seront également mises à jour. Ce qui est très pratique. Voilà, ça c'est ce qui était au sujet des cotations. Après, je vais juste cacher ce calque pour éviter de me noyer dans les informations. Et ici, je voulais encore vous montrer une option qui est très utile. C'est la possibilité aussi de mettre des liens dans mon modèle, donc de faire référence à un lien, soit un document, soit un lien YouTube, comme j'ai fait ici en bas, pour ouvrir sur YouTube, ou bien ici, j'ouvre un document qui est dans le même répertoire que celui que j'ai fait, et que celui dans lequel j'ai mon modèle Axis VM, et en gardant la touche CTRL activée, cliquant dessus et en refaisant un clic, en fait j'ai l'ouvert ici, ça s'ouvre de nouveau, et là on voit en fait les raccourcis, c'est à l'aide de cette séquence de signes qu'il comprend où il doit aller chercher le document, il comprend que c'est un lien, et après ces liens je peux les éditer comme tous les autres cotations de texte, mais c'est encore très pratique pour faire référence à un lien et pour faire compléter comme ça les informations de mon modèle. Je vais cacher ça. Ok. Voilà. Un autre outil très utile, il se trouve en bas à droite, c'est pour la numérotation des nœuds et des domaines, par exemple. Donc je peux les numéroter, lui demander de me montrer ce que lui fait en interne. Donc lui, il calcule vraiment avec ce nombre de nœuds, enfin ce numéro des nœuds. Et aussi pour les domaines. Et si pour une raison ou pour une autre, j'ai besoin de renommer, renuméroter, je peux aller ici sur la fonction renommer, renuméroter, lui dire quels éléments je veux renommer. En l'occurrence, ici, ça va être les domaines. Je vais lui dire de commencer par 10. Et le nom, ça va être M pour mur. Donc, je veux renommer mes murs, au lieu que ce soit 3, 4, 5, 6, etc. Je veux les renommer de M10 jusqu'à M21. Et donc là, vous voyez, hop, il m'a changé les numéros, il m'a refait les numéros que je lui ai demandé. Là aussi, si je veux vraiment que ce mur-là, par exemple, ça soit le M de 100, là, par contre, il faut que j'aille individuellement le sélectionner. Et là, je peux lui dire, bah voilà, là, c'est le M100. Et il va aller me le renommer. Excusez-moi. Là, dans mon tableau de géométrie,
je vais retrouver ici les mêmes noms que je viens de rechanger, que je viens d'attribuer à mon mur. Donc voilà, j'ai tout ça, les mêmes noms que j'ai changés, que je vais pouvoir exploiter dans mon résultat des tableaux. Dans la même lignée, donc pareil, je peux faire ça avec les nœuds et les autres éléments de poutre. Là, c'était vraiment juste pour vous montrer le principe. Dans la même lignée, ici aussi, sous les lunettes, à gauche, dans les options d'affichage, je peux aussi lui demander de donner les coordonnées nodales de chacun des nœuds, si j'en ai besoin, et le nom de la section transversale ou le nom du matériau, par exemple, pour amplifier mes données sur le modèle. Et je peux gérer ça, la visibilité, pour éviter d'avoir trop d'informations sur mon modèle. Pour finir, j'aimerais encore vous montrer ce qu'on appelle ici un autre moyen très puissant de documenter des résultats et de communiquer des résultats aussi. C'est ici à travers le codage couleur, ici à gauche. Je peux dire pour les domaines qu'il affiche tout ça selon l'épaisseur. Et du coup, en fait, ici j'ai la légende à droite, je vais avoir pour chaque couleur, c'est une nouvelle épaisseur. Donc je peux aller contrôler rapidement si je sais que tous mes murs là, ils sont censés avoir la même épaisseur, je peux juste aller vérifier s'ils ont vraiment bien la même couleur, ce qui est le cas ici par exemple, et communiquer aussi rapidement, faire un contrôle visuel et communiquer, on voit directement quand ça change d'épaisseur. J'ai la même possibilité pour par exemple ici de faire ça pour les matériaux. Alors ici alors vous voyez ici on a en béton et en maçonnerie. Donc on voit tout de suite ce qui est en béton, ce qui est en maçonnerie. Ça peut être aussi très utile si on a quelques murs en maçonnerie et le reste en béton pour aller contrôler qu'on n'a pas fait d'accident de modélisation et qu'on a vraiment défini la maçonnerie là où on voulait. Donc ça permet vraiment d'avoir un résultat très, très rapide pour un contrôle visuel. Ici, de nouveau, j'ai la possibilité, comme d'habitude, d'ajuster les couleurs selon mes goûts. Donc, par exemple, si je décide que le rouge, j'aime pas du tout le violet, là, je veux absolument du rose parce que j'aime bien le rose. Je peux ici aller changer, bien sûr, les couleurs individuellement ou bien ici définir le gradient de couleur et dire que je veux quelque chose plus dans les tons comme ça, un peu plus doux. Et donc, j'ai quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup d'options pour l'esthétique. À vous de voir jusqu'où vous voulez aller. J'ai exactement les mêmes options pour les éléments linéaires et je peux mettre le codage couleur selon les sections transversales. Donc ici, j'ai que des poutres en béton, ici. Donc ça va, ici, dans ce cas-là, c'est pas incroyable comme avantage, mais par contre, si vous avez une structure en acier, vous pouvez aller faire afficher le type de couleur selon la section en acier. Et du coup, en fait, vous allez voir les poutres qui ont la même section, vous allez voir apparaître et vous pouvez contrôler très rapidement si vous avez pas fait d'erreur d'accident, ou même pour la visualisation, dire bah, les jaunes c'est des HEA 160, les bleus c'est des HEA 140, etc. Voilà, on est déjà arrivé à la fin de ce webinaire. J'espère avoir pu vous donner quelques trucs et astuces pour mieux travailler avec Axis. Comme d'habitude, on reste à votre disposition en cas de questions, par email ou par téléphone. Et je vous invite déjà à notre prochain webinaire qui sera sur le thème des charges spéciales dans Axis VM. Et ce webinaire aura lieu le mardi 26 février à 14h15. En espérant vous y revoir, je vous souhaite une très belle journée et merci de votre participation. Au revoir.